Quelle piste privilégier en action d'ici la fin de l'année? C'est la question qui va nous animer pendant une dizaine de minutes avec Nathalie Pelleras, directeur général de 4Points IM. Bonjour Nathalie Pelleras. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bienvenue sur ce plateau. Alors 4Points IM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de gestion principalement investie en actions, même si vous ne faites pas que ça. Mais aujourd'hui, on va parler d'actions. Vous investissez via 4 fonds. Peut-être que les thématiques reviendront dans les pistes que vous voulez privilégier d'ici la fin de l'année. Il y a des sociétés américaines, il y a des global leaders en zone euro. Vous faites également ce qu'on appelle de la valeur intrinsèque, où là vous allez chercher les meilleurs, mais au niveau international. Et vous avez également un fonds thématique. Alors, on va commencer par la question centrale de cette émission. Quelle piste privilégier d'ici la fin de l'année, Nathalie Pelleras? Qu'est-ce qu'il faut regarder aujourd'hui? À quoi faut-il faire attention et quelle piste faut-il privilégier? Voilà, trois questions, 10 minutes. Non, en fait, je pense qu'il faut déjà parler un peu du contexte. On a eu un contexte qui a été largement favorable au marché à actions et aux actifs risqués, en fait, depuis maintenant 18 mois, ce qui était logique après la reprise qu'on a connue, avec beaucoup, par contre, de ce qu'on appelait de rotation sectorielle, de rotation de style. Et ces rotations, elles peuvent continuer à perdurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte macroéconomique qui n'est pas exactement le même qu'au niveau microéconomique. Bien sûr. Au niveau macro, en fait, on a des craintes que cette fameuse reprise qui entraîne une grosse hausse du prix des matières premières, et donc entraîne aussi des risques d'inflation, donc une hausse des taux qui pourrait être négative pour certaines actions. Bien sûr. À l'inverse, il y a aussi des sociétés très cycliques qui, elles, profitent de cette hausse de matières premières parce que leurs ventes sont indexées là-dessus. Et puis, dans l'autre spectre, il y a tout ce qui est valeurs de croissance qui ont, elles, une visibilité importante, mais qui ont des valorisations très, très élevées et pour lesquelles toute hausse des taux pourrait fragiliser cette valorisation. Donc il faut en fait essayer de trier entre celles qui ont vraiment de l'hypercroissance et qui peut permettre d'absorber des chocs de hausse des taux, parce qu'en fait c'est mathématique sur une valorisation financière. Si votre taux de croissance des résultats qui est au numérateur monte plus vite que le taux auquel vous actualisez en fait votre futur, votre valorisation devrait continuer à monter. Et puis celles qui sont beaucoup plus fragiles par rapport à ça, parce que se paye cher, mais avec des taux de croissance pas suffisamment importants pour encaisser ces chocs-là. Et alors, la réalité est la même de part et d'autre de l'Atlantique. Vous êtes investi du coup aux États-Unis, vous êtes également investi en zone euro. Alors effectivement, on parle de craintes de hausse des taux qui sont, ou en tout cas de craintes de l'inflation qui pourraient amener des hausses des taux. Bon, sur la Fed, c'est pas encore fait, mais bon, tout le monde s'y attend globalement. La question, c'est 2023 ou 2022. En Europe, c'est un peu différent. Du coup, ce que vous dites, entre guillemets, cette navigation à vue, elle se fait de la même façon de part et d'autre de l'Atlantique? Oui, il y a un effet retard entre l'Europe et les États-Unis. D'ailleurs, la reprise aux États-Unis a été un peu plus rapide qu'en Europe. Après, c'est pas non plus les mêmes types de sociétés qui sont présentes aux États-Unis par rapport à la composition qu'on a en Europe. Et en Europe, on bénéficie toujours un petit peu d'un avantage aujourd'hui qui est en termes de valorisation, étant donné qu'on a beaucoup plus de sociétés industrielles et que la zone euro n'est pas le segment privilégié par rapport à la zone US. Il y a un retard de valorisation. D'accord. Et il y a un retard par rapport à cette reprise. Donc, il peut être bénéfique sur les marchés européens. En revanche, sur les États-Unis, ils ont aussi d'autres atouts. Même s'ils sont en avance, ils ont un biais technologique avec des forts taux de croissance importants. Ils ont aussi une capacité à absorber des chocs qui sont dans un niveau d'emploi, même si les statistiques, on sait, c'est toujours un peu difficile entre la façon de compter aux États-Unis par rapport à celle de l'Europe, qui est plus importante. Et puis, ils ont surtout la Banque centrale qui drive un peu l'ensemble des banques centrales mondiales. Donc aujourd'hui, on n'a pas une vraie différence en train de se dire, oui, il faut jouer les États-Unis par rapport à l'Europe ou par rapport à l'Asie. C'est vrai que tout ce qui est en revanche pays émergents, il y a une fragilité qui est liée au fait que malheureusement, le choc Covid n'est pas aussi rapidement absorbé. On met la Chine de côté. Déjà, le moteur chinois, il est beaucoup moins important qu'il était dans le passé. Bien sûr. Mais c'est vrai que les économies émergentes, elles, ne sont pas totalement sorties de la crise sanitaire. Et donc, il y a un effet à retardement. Donc, cette zone-là peut être un petit peu plus fragile, mais d'un côté,
peut être aussi une bonne opportunité. Mais entre les États-Unis et l'Europe, je pense que les deux zones sont intéressantes à privilégier. Il n'y a pas de risque. Parce que le fait que le Dow Jones et le S&P 500 soient revenus sur proche de leur record historique, alors qu'en Europe, on sent qu'il y a quand même plus de prudence, notamment sur le CAC 40, ça va pas dans le sens de dire allons plus sur les États-Unis maintenant et l'Europe, on verra un petit peu plus tard. Non, ça reste une même thématique d'investissement. On est sur des plus hauts historiques de toutes les liens de part et d'autre de l'Atlantique. Bien sûr. Après, c'est pas avec les mêmes compositions. Ça qui est intéressant, c'est que ce qui est toujours dangereux, c'est quand tout va dans le même sens sur les mêmes secteurs. Alors que là, on le voit que les drivers en Europe, par exemple, typiquement, si on parle du CAC 40, que tout le monde regarde, même si c'est pas très représentatif, c'est le luxe. Oui, bien sûr. Qui emporte vraiment l'indice derrière lui. Et alors qu'aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Parce que déjà, les acteurs du luxe sont beaucoup moins gros en poids dans les indices. Et pourquoi ce segment du luxe continue à performer, même s'il est pas cher? Parce que vous avez de la croissance. Ils ont une bonne maîtrise de leur marge. Ils ont ce qu'on appelle le pricing power, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça qui est important, c'est une capacité à pouvoir répercuter une hausse de prix des matières premières sur la consommation. Globalement, ça passe un peu plus inaperçu que sur d'autres types d'actifs. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis surtout, en fait, ils ont une cible de consommation, même s'il reste le bémol de la consommation chinoise, parce que qui n'est pas encore revenu en local, en dehors de Chine. Cette cible a une capacité à absorber des hausses de prix sans aucun problème. On reporte un achat d'un produit de luxe, on ne reporte pas un achat de biens de consommation courante. Nathalie, chez vous, qu'est-ce que vous privilégiez? Qu'est-ce que vous achetez aujourd'hui? Alors en fait, nous, dans l'activité de gestion privée, donc celle qui vous intéresse plus, on fait que de la multigestion, c'est-à-dire qu'on achète que des fonds de tiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour nous un des moyens les plus adaptés, en plus au contexte actuel, c'est de pouvoir non seulement diversifier des zones géographiques et des styles, mais surtout diversifier des thématiques. Parce qu'en fonction, on croit beaucoup à la gestion thématique dans le sens où c'est une approche qui permet de diversifier les risques d'un portefeuille tout en multipliant les sources de performance que vous pouvez avoir. D'accord. Et quand on parle de thématiques, tout le monde pense thématiques de forte croissance. Non, dans les thématiques, aujourd'hui, depuis l'été, par exemple, on a introduit au début de l'été des thématiques qui sont pas les plus glamour qui soient, mais qui sont la thématique du rendement, tout ce qui est un peu boring is beautiful, dans le sens où des valeurs sur lesquelles vous avez de la visibilité, peut-être des taux de croissance de 4-5%, mais taux de croissance de 4-5%, c'est déjà pas mal. Vous avez une capacité à gérer le bilan, c'est-à-dire une capacité à pouvoir pérenniser le paiement d'un dividende. Et dans cette catégorie, dans cette thématique-là, vous pouvez trouver des secteurs comme les pétrolières, comme certaines telcos, comme certaines sociétés dans la santé ou l'agroalimentaire, qui ont cette visibilité-là. Et donc, vous voyez que vous avez, avec une même thématique, une diversité sectorielle qui fait que, a priori, vous n'êtes pas surexposé à un secteur, à un choc. Parce que c'est la manière d'approcher en fait la valeur qui fait qu'ensuite on va pouvoir aller vers différents secteurs d'activité. Exactement. Parce que la thématique, c'est la démarche en fait. La thématique là qu'on a privilégiée, c'est le rendement. Alors ça venait à côté d'autres thématiques qu'on avait déjà en portefeuille, sur tout ce qui touchait à la santé. Mais dans la santé, encore une fois, c'est bien, on a essayé de diversifier. Parce que la santé, il y a beaucoup de choses. Et on a mis le doigt sur un petit trio, on va dire, entre des biotech. Et des biotech, c'est intéressant aussi de les voir avec des sociétés de gestion, des stratégies très opportunistes. Parce que sur les biotechnologies, il ne faut pas être que sur des très small ou que sur des big. On trouve de tout dans les biotech. Et puis c'est surtout très risqué pour le coup, les biotech. Mais en fait, c'est pour ça que c'est très bien de le prendre avec des gestions opportunistes. Polar a une société de gestion qui est très bonne là-dessus, parce que quand on pense biotech, on pense société qui perd de l'argent, qui est toute petite et qui est très à risque. Et dont on est même pas sûr qu'elle développera un jour un produit. La grosse majorité des biotech, notamment aux États-Unis, elles gagnent de l'argent, elles sont plus à risque. Et en fait, c'est les biotech d'hier qui sont devenues des grosses biotech d'aujourd'hui. La biotechnologie, c'est une façon de développer des médicaments avec des molécules en fait vivantes. Bien sûr, oui, complètement. Et en fait, si vous êtes très opportuniste dans ce segment-là, vous pouvez avoir une gestion qui est assez averse au risque. Après, c'est sûr que quand ça nous est arrivé d'être investi sur la thématique, par exemple sur les thérapies géniques, là oui, vous êtes
beaucoup plus sur des biotechnologies beaucoup plus risquées. Donc ce que vous nous dites, c'est que quand les biotech sont plus grosses, globalement qu'elles ont déjà développé un ou deux traitements, là effectivement le risque est amoindri d'autant. Exactement, et c'est surtout qu'il faut faire appel, quand on achète ça, il faut faire appel à des spécialistes. C'est pour ça qu'on aime bien la multigestion pour ça, parce que c'est le moyen de pouvoir acheter de la biotech, mais gérée par des spécialistes des biotechnologies. On ne peut pas être spécialiste sur tout, surtout sur des secteurs. Et vous reviendrez nous parler des biotech, Nathalie Pelleras. On a compris effectivement au travers de ce contexte d'investissement un peu compliqué, ou en tout cas effectivement où il faut prendre en compte d'un côté des hausses du prix de l'énergie, des anticipations d'inflation et des anticipations de hausse de taux, comment effectivement 4Points IM se navigue, si je peux utiliser ce terme-là. Nathalie Pelleras, vous êtes directeur général de 4Points IM, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.